Salut, c'est Nathan. Je veux commencer par une question qui semble simple. Jusqu'au moment où vous la vivez vraiment. Quel est l'endroit le plus désemparé où un parent puisse se trouver? La plupart des gens répondraient, la salle d'attente d'un hôpital. Moi, je dirais que c'est le siège passager d'un avion. À 10 000 mètres d'altitude, tenant un téléphone en regardant, en direct, les personnes qui ont juré d'aimer votre enfant lui faire du mal, tout en sachant que vous êtes à 5 heures de vol et à un océan de distance de votre porte d'entrée. C'est là que commence cette histoire. Mais ce n'est pas là qu'elle se termine. Et cet écart entre le début et la fin, c'est là que réside toute la leçon. L'homme de cette histoire n'est pas quelqu'un de bruyant. Ce n'est pas un dur à cuire qui cherche les problèmes. Il a passé sa carrière à secourir des inconnus en montagne ou en mer, et son credo se résumait à 4 mots, pour que d'autres puissent vivre. Les personnes qui s'en sont prises à sa fille ont fait une erreur qui leur a tout coûté. Elles ont supposé que la distance était synonyme de faiblesse. Elles ont cru qu'un homme calme était une proie facile à provoquer. Voici la leçon que je veux que vous reteniez, car elle dépasse le cadre d'une simple famille. La cruauté cherche toujours un public, mais le public est aussi un témoin. Une caméra que vous utilisez pour intimider quelqu'un peut tout aussi facilement vous condamner. Restez avec moi, car la façon dont ce père a retourné leur propre enregistrement contre eux pour les faire tomber est l'un des retournements de situation les plus magistraux que j'ai jamais raconté. Caleb René avait une façon bien à lui de quitter la maison, et sa fille, Lily, la connaissait par cœur. Il posait son sac près de l'entrée, s'accroupissait sur le paillasson pour être exactement à sa hauteur, et laissait Lily plaquer sa petite main contre la sienne. 6 ans, un petit espace entre les dents de devant, des cheveux qui ne restaient jamais en place dans leurs tresses. Même main, disait-elle, et il lui répondait, et c'était leur contrat. Peu importe où il allait dans le monde, ils avaient cette même main. Caleb était pilote dans l'armée de l'air. Avant cela, pendant 9 ans, il avait été secouriste en zone de combat. Le genre d'homme qui saute d'un appareil en plein vol pour aller chercher quelqu'un dans le pire moment de sa vie et le ramener sain et sauf. Il avait transporté un adolescent le long d'une falaise pendant une tempête. Il avait soigné un pilote brûlé avec ses propres mains tremblantes de froid. Son unité vivait selon une devise cousue sur tous ceux qu'il possédait, pour que d'autres puissent vivre. Et Caleb n'avait jamais considéré cela comme de simples mots sur un écusson. C'était sa raison d'être. Il avait décidé depuis longtemps que sa mission sur Terre était d'être celui qui arrive quand personne d'autre ne peut intervenir. Ce qu'il ne pouvait pas réparer, peu importe ses efforts, c'était son propre mariage. Il avait rencontré Sloan Marsh à un mariage quand il avait 26 ans, et elle l'avait fasciné. Il lui a fallu un temps humiliant pour comprendre qu'elle n'était pas tombée amoureuse de lui, mais de l'idée qu'elle se faisait de lui, un officier décoré, un salaire stable, une vie cadrée, un homme en uniforme que l'on peut présenter à sa mère. L'homme derrière l'uniforme, celui qui se levait à 4 heures pour courir, lisait des westerns de poche et pleurait à la naissance de sa fille. Cet homme-là, elle le trouvait lassant. À l'époque où Lily a commencé à marcher, Sloan avait arrêté de faire semblant de l'attendre. Caleb se disait que c'était à cause de ses déploiements. Il se disait beaucoup de choses. Il avait installé une sonnette connectée l'année des 4 ans de Lily, en partie pour les colis, mais surtout pour que, lorsqu'il était absent, il puisse voir ce petit rectangle granuleux de sa fille agitant la main devant l'objectif avant d'aller à l'école, lui envoyant un baiser ou lui montrant un dessin. Il n'a jamais effacé ses clips. Il avait un dossier rempli, des centaines, stockés dans
Le cloud, là où rien dans cette maison ne pouvait les atteindre. Il voyait cela. Comme la seule fenêtre toujours ouverte sur elle. Il ne savait pas encore que ce serait la décision la plus importante de sa vie. Les femmes de la famille Marsh étaient un système fermé, et Caleb avait passé 8 ans à se cogner poliment contre leur mur. Diane Marsh gérait sa famille comme certains dirigent un petit pays. Elle siégeait au conseil d'administration d'une œuvre caritative hospitalière, organisait ses déjeuners dans les jardins qui finissent dans les magazines mondains, et avait élevé ses 4 filles dans l'idée que le standing familial était un compte bancaire commun que n'importe laquelle d'entre elles pouvait puiser à volonté. Sloan était l'aîné. Puis venait Brooke, qui avait épousé un homme riche et ne laissait personne oublier le montant de sa fortune. Paige, incisive, ennuyée et cruelle comme seules savent l'être les personnes qui s'ennuient. Et Anna, la cadette, qui imitait les 3 autres une demi-seconde après qu'elles aient agi. Pour les Marsh, Caleb avait toujours été un meuble légèrement gênant. Il ne jouait pas au golf. Il ne buvait pas les bons vins et ne riait pas des blagues de Diane sur les militaires du rang. Pire encore, il les observait avec lucidité, et elle pouvait le sentir. Ce regard silencieux qui analyse tout et classe les informations. Diane avait une expression favorite. Au club, lorsqu'on parlait de lui, le soldat de Sloan, disait-elle avec un petit sourire, comme on décrirait un chien qui a fini par devenir plus imposant que prévu. Ce qui a tout changé, c'est l'arrivée de Tran Callaway. Tran était un promoteur immobilier, tout en dents et en lin, l'homme qui gérait le nouveau quartier de la Marina au centre-ville. Il s'était greffé au cercle caritatif de Diane, car c'est là que les permis de construire de la ville s'assouplissaient. Autour d'un verre de vin. Il a rencontré Sloan lors d'un des déjeuners de Diane. En une saison, il était devenu un pilier de la maison Marsh dès que Caleb partait en mission, sa voiture garée dans l'allée, sa voix dans la cuisine, et toute la famille s'était organisée autour de cette liaison comme s'il s'agissait d'une rénovation sur laquelle tout le monde s'était mis d'accord. Le seul problème était une enfant de 6 ans qui remarquait tout et une petite caméra noire au-dessus de la porte que son père pouvait consulter depuis n'importe quel point du globe. C'était un mardi, en fin d'après-midi, et Lily avait couru vers le porche dès qu'elle avait entendu la sonnette, car le carillon signifiait une chance de parler à papa. Elle ne savait pas comment fonctionnait la caméra. Seulement que parfois la voix de son père en sortait, petite et chaleureuse, et cela suffisait à la faire sprinter. Ce jour-là, Caleb était devant son ordinateur portable entre 2 briefings, en train de surveiller, et il a appuyé sur le bouton pour parler. Même main, a-t-il dit, et elle a plaqué sa paume contre l'objectif, et sa poitrine a fait ce qu'elle faisait toujours à ce moment-là. Puis, parce qu'elle avait 6 ans et que le monde était simple, Lily lui a raconté les nouvelles de sa journée. Elle lui a dit que l'oncle Tran était resté pour le petit déjeuner encore une fois, qu'il avait dormi dans la grande chambre, que grand-mère avait dit que c'était un secret, et que les secrets sont la preuve que tu es une grande fille maintenant. Elle le disait joyeusement, en se balançant sur la rambarde, et derrière elle, une porte moustiquaire s'est ouverte, et la voix de Sloan a dit, trop vivement, Lily, à qui parles-tu? Le clip s'est arrêté là car quelqu'un a tendu la main pour tourner la caméra vers le mur. Caleb est resté très immobile dans une salle de briefing à 8 fuseaux horaires de là. Il n'a appelé personne pour accuser, ce n'était pas dans sa nature. Il avait appris, au cours d'une carrière remplie de nuits difficiles, que la première réaction est rarement la plus utile. Mais quelque chose de froid et de certain s'était éveillé en lui. La même sensation qu'avant un saut en parachute. Il a pris 2 décisions silencieuses. Il a confirmé ce soir-là que chaque clip de la sonnette était synchronisé sur le
Compte Cloud qu'il était le seul à contrôler, invisible depuis l'intérieur de la maison. Et il a avancé un rendez-vous avec un avocat au sujet de la maison et de la garde de Lily, une discussion qu'il évitait jusqu'alors. Il avait un long vol. Dans 3 jours, une rotation de transport, et après cela, il serait rentré. Pour de bon. Il s'est dit, 3 jours de plus. Il a dit à Lily, même main, et elle a appuyé sur l'écran et il a mémorisé ce geste. Il en aurait besoin. Le C-17 était à 4 heures au-dessus de l'océan quand le message est arrivé par la liaison satellite de l'avion. Au début, Caleb a presque hésité à regarder. Il était copilote sur une longue étape, ce genre de vol qui transforme le cerveau en une statique tiède. Des océans de nuages en dessous et rien à faire d'autre que surveiller. Son téléphone a vibré contre la console. Puis il a vibré à nouveau, 3 fois de suite, insistant. Le code qu'il avait configuré. Pour une seule chose, la porte. Mouvement d'urgence détecté. Monsieur. Mouvement à l'entrée principale. Il a cliqué, s'attendant à une livraison ou à un raton laveur. L'allée a rempli l'écran dans la lumière crue de l'après-midi. Diane Marsh tenait Lily par les cheveux, pas pour la guider, mais pour la traîner sur le béton par une poignée de cheveux, tandis que les baskets de la petite fille griffaient le sol en vain. Lily hurlait. Caleb ne pouvait pas entendre le son à cause du flux coupé, mais il pouvait voir la forme de ses cris. Dans sa bouche, cette terreur spécifique, grande ouverte, et il allait l'entendre pour le reste de sa vie. Le visage de Diane était calme. C'est ce qui a arrêté son cœur. Elle n'était pas en colère. Elle s'est penchée près de l'oreille de l'enfant et a dit quelque chose. Et le microphone de la caméra, pour lequel Caleb avait payé un supplément, a capté le son clairement à travers. Un océan, crie pour ton papa, a dit Diane. Allez, on va voir s'il vient. Derrière elle sur les marches, Sloan se tenait là, son téléphone levé. Filmant. Elle souriait. Pas un sourire nerveux, pas un sourire figé, le sourire facile et satisfait d'une femme qui obtient la prise qu'elle voulait. Et autour d'elle, riant, les 3 sœurs, Brooke, Paige et Anna, chacune tenant un pichet en plastique, les renversant sur la petite fille au sol, quelque chose de sombre et de lancé coulant, et Lily se recroquevillant contre le béton, sa main plaquée sur son visage. Pendant 3 secondes, Caleb René était un homme sanglé dans un siège au-dessus de l'océan, l'endroit le plus impuissant où un parent puisse être, regardant sa raison de vivre être torturé pour la caméra. Par des gens qui étaient certains qu'il ne pourrait jamais, au grand jamais, arriver à temps. Et puis, il a cessé d'être cet homme-là. Il n'a pas hurlé. Il n'a pas frappé la vitre. Caleb a tapé sur l'épaule de son copilote, tu as les commandes. Il a reçu un « j'ai les commandes » en retour. Et dans le même souffle, il était déjà en mouvement, redevenu le secouriste. Parce que la chose que 9 ans de ce métier lui avait gravé en lui, c'est que la panique est un luxe que la personne sur le terrain ne peut pas se permettre. Il a pris la radio et a déclaré un déroutement. Il avait le carburant, il avait l'autorité, et il y avait une base interarmée à 200 000 nautiques devant lui où il avait effectué une rotation quelques années auparavant. Il a demandé un traitement prioritaire, citant une urgence familiale nécessitant sa présence sur place. Et, à cause de qui il était et de la façon dont il l'a dit, il l'a obtenu. Les vecteurs sont arrivés. Le gros jet a viré. Puis il a passé l'appel. Pas à la police. Pas en premier. Un opérateur du 17 dans une autre juridiction aurait envoyé une patrouille dans 20 minutes, face à une famille qui aurait déjà une version bien huilée. Caleb a appelé Marcus Vance. Vance avait été dans son
Équipe de secours pendant 6 ans et avait pris sa retraite 2 ans avant Caleb. Pour retourner chez lui. Et chez lui, c'était à 40 minutes de la porte de Caleb, où Vance faisait du consulting, plus utilement, connaissait chaque gendarme de la zone car la moitié d'entre eux étaient des vétérans avec qui il buvait son café. Caleb lui a donné les consignes dans le langage court et précis des hommes qui ont mené des opérations bien plus complexes ensemble. L'adresse. Le lien. Cloud partagé en temps réel. Les images sont déjà sauvegardées, horodatées, hors de portée de la famille. L'historique médical de Lily, ses allergies, le code du portail latéral. Et une instruction. La seule qui importait, prends ma fille. Ne les laisse pas nettoyer. Tout ce qu'ils font est filmé, et ils ne le savent pas. Vance était en route avant même la fin de l'appel. Il a téléphoné à Ray Osborne, un gendarme de la région qui avait fait 2 tours du monde et qui ne paniquait pas, et lui a dit que c'était réel, en lui demandant d'emmener une seconde unité et une caméra de service. Et voici ce que la famille Marsh n'a jamais compris, l'erreur qui les a ruinés. Ils avaient construit tout leur après-midi sur l'idée que Caleb était trop loin pour intervenir. Ils avaient mis en scène la terreur de sa fille pour un homme qu'ils croyaient impuissant. Ils n'avaient aucune idée qu'il venait de se mettre en joue avec le genre de personne qui court vers ce que tout le monde fuit. Les images continuaient de s'enregistrer. 3h41. C'est le temps qu'il a fallu entre le moment où les roues de Caleb ont quitté la route maritime et le moment où il a tenu sa fille. Les Marsh ont passé les 20 premières minutes à rire. Dans la maison, l'ambiance était légère. Sloan n'a rien mis en ligne, bien sûr, elle n'était pas stupide, mais elle a visionné sa propre vidéo sur le canapé, les sœurs penchées sur son épaule pour la regarder, et Diane a ouvert le bon vin. La substance sombre dans les pichets était du café froid et du colorant alimentaire, inoffensif, choisi exprès, car voici quel était le plan, et c'était encore plus ignoble qu'une simple cruauté. Diane avait passé un mois avec un avocat spécialisé en droit de la famille que Tran payait discrètement. Le plan était une requête en garde d'urgence. Le récit était que Caleb, le soldat, endurci par ses missions, était rentré instable et effrayant, que Lily avait peur de lui, qu'il y avait eu un incident. Ils avaient besoin de la preuve d'un enfant en détresse et marqué, alors ils en ont mis une en scène. Le café et le colorant feraient office de saleté et d'échymose sous le bon éclairage. Sloan avait une amie qui aiderait pour le reste. Les cris étaient réels parce que les vrais cris sont plus convaincants que les faux. Ils allaient nettoyer Lily, prendre leurs photos, déposer le dossier le lundi et faire porter le chapeau à l'homme qui n'était pas là pour se défendre. Tran obtenait Sloan et une sortie propre de son propre mariage. Les Marsh obtenaient la maison, les avantages liés au statut, la garde totale et la satisfaction de s'être enfin débarrassés du soldat de Sloan. Ils avaient pensé à tout. Ils avaient pensé à tout, sauf au fait que la caméra qu'ils avaient tournée vers le mur le mardi avait une sœur. Caleb, l'homme prudent, avait installé une 2e unité sous le rebord du toit. Lors de la mise à jour du système. Un grand angle couvrant toute l'allée, peint de la même couleur que les boiseries, synchronisé sur le même cloud privé. Il avait capté tout cela en pleine lumière du jour. Le visage de Diane, ses mots. Sloan filmant, les sœurs renversant les pichets, les rires. Sous le bon angle. On pouvait même voir la boîte de café dans la poubelle de recyclage près du portail. À la 38e minute, 2 SUV de la gendarmerie sont arrivés dans la rue. Sans sirène et se sont arrêtés devant l'allée. Le gendarme Ray Osborne est monté sur le terrain avec sa caméra piéton en marche, Marcus Vance juste derrière lui. Et l'après-midi que les femmes Marsh avaient si soigneusement
construit a commencé à se fissurer très tranquillement. Diane a ouvert la porte. Avec son sourire d'hôtesse déjà prêt et son histoire déjà en tête. Il y avait eu un malentendu. L'enfant allait bien, elle jouait. Les enfants sont si dramatiques, officier, vous comprenez? Le père est le problème ici. Il est instable. Nous le documentions. Elle a vraiment dit cette dernière partie? Le documenter, à un gendarme dont la caméra enregistrait tout. Pendant qu'à l'intérieur de la maison, le téléphone de Sloan était posé sur le coussin avec le vrai enregistrement, et qu'une caméra grand angle sous le toit détenait la vérité de la dernière heure en haute définition. Ray Osborne avait interrogé beaucoup de menteurs. Il l'a laissé parler. Puis il a demandé gentiment s'il pouvait voir Lily. Evans, qui surveillait le côté de la maison, a dit. Elle est près du portail. Parce qu'une petite forme s'était détachée des ombres et courait. Et Lily a percuté le coéquipier de son père à pleine vitesse. Et s'est enroulée autour de sa jambe, tachée de café et tremblante, et elle a levé les yeux vers cet étranger d'une manière qu'aucun adulte sur ce pas de porte ne pourrait expliquer. Ce qui s'est passé ensuite n'était ni une descente, ni une scène de violence. Caleb avait été très précis à ce sujet lors de l'appel. Parce qu'il comprenait quelque chose que les Marsh ne comprenaient pas. La violence leur aurait donné les armes, une ecchymose sur l'un d'eux, une porte défoncée, et soudain, le soldat devenait exactement le monstre décrit dans la requête. Donc, il n'y a pas eu de porte brisée. Il y a eu un gendarme avec une caméra, un vétéran secouriste agenouillé pour examiner le cuir chevelu de l'enfant et le photographier avant que quelqu'un ne puisse la nettoyer, et une demande calme, dévastatrice, pour que tout le monde sorte sur le porche et ne touche plus à ses téléphones. Le piège que les Marsh avaient passé un mois à construire s'est refermé de la manière la plus douce possible. Sur les personnes qui l'avaient construit, et elles furent les dernières à entendre le déclic. Le téléphone de Sloan, saisi avec un mandat dès le matin, contenait sa propre vidéo de 40 secondes. La caméra sous le toit contenait le plan large mètre. Le compte Cloud, celui de Caleb et uniquement le sien, contenait les deux originaux avec des horodatages que personne dans cette maison ne pouvait toucher ou prétendre avoir modifiés, car il ne savait même pas que la deuxième caméra existait. Caleb a atterri dans l'obscurité, toujours en combinaison de vol, et Vance l'a rejoint sur le tarmac et l'a conduit à l'hôpital où ils avaient emmené Lily par précaution. Il est entré dans la chambre comme il était entré dans 100 pièces. Lors de sa vie passée, vite et silencieusement. Et puis il l'a vue, assise dans le trop grand lit, avec des cheveux teints qu'il n'avait pas totalement réussi à nettoyer, un jus de fruits à la main. Le secouriste qui avait arraché des étrangers aux griffes de la mort est tombé à genoux au bord du lit et n'a pas pu parler. Lily a levé sa petite paume. Même main, a-t-elle murmuré. Il a plaqué sa main contre la sienne. 3h41. Il lui avait dit un jour que peu importe où il irait dans le monde, il reviendrait toujours. Elle avait crié pour son papa dans une allée pendant que 4 femmes adultes riaient, et quelque part au-dessus de l'océan, son papa l'avait entendu et il était venu. Il a tenu sa main contre la sienne jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Et seulement alors, dans le couloir, il s'est autorisé à trembler. Puis il s'est mis au travail, et c'est là que les personnes qui lui ont fait du tort ont appris ce qu'est la patience d'un homme comme lui. Caleb n'est pas retourné à la maison Marsh. Il n'a pas appelé Sloan. Il avait compris que la vengeance la plus totale n'est pas celle que vous prenez. C'est celle que vos ennemis se servent. Eux-mêmes pendant que vous restez en retrait et que vous les laissez tomber. Il avait construit une machine conçue pour le détruire. Il a simplement retourné les rouages.
Le matin où la requête devait être déposée, l'avocat de Caleb, travaillant avec une officière du service juridique qui était revenue pour aider la famille d'un coéquipier, est entrée au tribunal avec les images du toit. L'audio du « On va voir Sylvien » de Diane. Le rapport de laboratoire identifiant les blessures comme étant du café et du colorant, et la caméra piéton de Diane Marsh disant le mot « documenté » sur son propre pas de porte. La requête n'a pas seulement échoué. Elle est devenue la pièce à conviction principale dans le dossier inverse. Dès l'après-midi, une ordonnance d'urgence a été émise, dans l'autre sens, garde temporaire totale à Caleb et une interdiction de contact contre chaque adulte présent dans cette allée. Puis, la liaison a volé en éclats, emportant l'empire de Trancalaway avec elle. Le quartier de la marina de Tran vivait et mourait par les autorisations de la mairie, et ces autorisations dépendaient d'un promoteur au-dessus de tout soupçon. Le jour où les plaintes pénales ont été rendues publiques. Maltraitance sur mineurs et complot avec Tran nommé comme l'homme finançant la bataille pour la garde, 2 conseillers municipaux ont découvert des raisons urgentes de réexaminer ses permis. Et son plus grand investisseur a découvert une raison urgente d'être sur un autre continent. Tran avait passé des années à acheter sa place dans le cercle de Diane Marsh. Maintenant, ce cercle était une scène de crime avec son nom en bas de page. Sa femme, qui s'est avérée avoir son propre très bon avocat et un contrat de mariage avec une clause de fidélité, a déposé une plainte dans la semaine. Et la maison, le prix au centre de tout cela, la chose que les Marsh avaient manigancé de prendre, était le coup le plus tranchant de tous. 3 jours avant ce vol, l'homme prudent avait discrètement mis la maison hors de portée. Caleb l'avait placée, chaque brique, dans un trust irrévocable avec une seule bénéficiaire, Lily. Lily, quoi qu'il arrive, la maison était à elle. Alors, quand la poussière est retombée et que l'avocat de Sloan est allé chercher l'actif matrimonial qui justifiait tout ça, il n'y avait rien à diviser. Elle avait fait exploser sa famille, son amant, et sa liberté. Pour saisir une maison qui avait toujours appartenu à la petite fille de 6 ans. Qu'elle avait filmée sur le béton. Les enregistrements ont fait le reste, car c'était là toute la poésie de l'histoire. L'après-midi fut détruit par exactement la chose sur laquelle il était construit, une caméra. La vidéo que Sloan a tournée pour piéger un innocent à condamner une coupable. La provocation que Diane a jouée pour un public qu'elle croyait impuissant est devenue l'audio que le public a fait entendre dans une salle d'audience. Elle voulait une preuve de la souffrance de Lily pour l'utiliser comme arme. Et elles en ont eu une. Elle pointait simplement dans l'autre sens. La fin judiciaire a pris 1 an. Et Caleb a passé cette année à faire le seul métier qu'il ait jamais vraiment eu. Ramener quelqu'un à la maison. Diane Marsh a été condamnée pour maltraitance sur enfant et complot. Le juge, lisant la transcription du « On va voir s'il vient », en pleine audience, lui a infligé le genre de sentence qui met fin à une certaine vie, et le conseil caritatif qui avait été toute son identité à effacer son nom du mur avant même que le verdict ne soit définitif. Brooke, Paige et Anna ont plaidé coupables pour leur rôle dans l'affaire des Pichets et du tournage, écopant de mise à l'épreuve, de programmes obligatoires et d'un casier judiciaire public. Et le club privé qui était le centre de leur univers. Et bien, c'est une petite ville à la fin, et les petites villes, ça se souvient. Sloan a perdu la bataille pour la garde qu'elle avait entamée, a plaidé coupable pour le complot, et a quitté le mariage avec exactement ce que son plan était. Censé voler à Caleb, rien. La marina de Trancalaway est un trou clôturé au centre-ville dont la mairie discute encore. Et son nom, celui qu'il avait passé une fortune à faire briller, n'est désormais plus utilisé qu'au passé. Caleb a
laissé les longs vols derrière lui. Il a pris un poste de formation près de chez lui, le genre de travail où il dort dans sa propre maison chaque nuit, et il enseigne aux jeunes équipes de secours ce qu'il sait mieux que quiconque, à savoir comment rester calme dans la seconde où le calme est tout ce qui compte. Les cheveux de Lily ont repoussé, comme le font les cheveux. Elle a une psychologue qu'elle apprécie, un chien qu'elle a choisi elle-même et un père qui est, pour la première fois de sa vie, tout simplement là. Il y a une nouvelle caméra au-dessus de la porte. Même petit œil noir, même carillon. Mais maintenant, quand elle sonne, la plupart du temps, c'est parce que Lily est sûre. Le porche et agite la main pour s'amuser. Sachant que son père est à 3 mètres dans la cuisine, elle presse sa paume contre l'objectif par habitude, et à travers la fenêtre, il presse la sienne contre la vitre, et ils disent la même chose en même temps. La seule promesse qui ait jamais compté, même main. Ok, c'est encore Nathan. J'ai raconté beaucoup de ces histoires, et celle-ci me reste en tête à cause de la façon dont les méchants ont mal lu l'homme calme. Et je pense que nous connaissons tous une version de cette erreur. Ils ont regardé Caleb et ont vu la distance, la retenue, un gars qui ne faisait pas de scène. Et ils ont tout interprété comme de la faiblesse. Ils ont cru qu'un homme calme était une cible facile à acculer. C'est l'une des erreurs de jugement les plus coûteuses qu'une personne puisse commettre. Parce que la patience n'est pas l'absence de force. Parfois, c'est la force qui prend sa visée. Voici ce que je veux vraiment que vous reteniez de tout cela, au-delà de la satisfaction de voir le piège se refermer. Premièrement, la cruauté a une faiblesse fatale, elle adore le public. Les marches ne pouvaient pas juste faire du mal à cet enfant. Elle devait le jouer, l'enregistrer, le savourer, et l'enregistrement est devenu leur corde. Si quelqu'un filme sa propre cruauté pour vous effrayer, il est aussi en train de construire le dossier contre lui-même. Deuxièmement, et c'est le point pratique, l'homme a gagné grâce à des décisions qu'il a prises avant la crise, pas pendant. Le compte cloud auquel personne d'autre ne pouvait toucher. La deuxième caméra. La maison discrètement mise au nom de sa fille. 3 jours plus tôt. Il n'a pas réagi sous le coup de l'émotion. Il les a surclassés par sa préparation. Et ensuite, il a refusé de leur donner la réaction violente dont tout leur plan dépendait. La discipline de ne pas devenir le monstre qu'il décrivait est ce qui a condamné les vrais monstres. Si vous avez quelqu'un pour qui vous traverseriez un océan, n'attendez pas que la caméra soit allumée pour lui dire « Je suis Nathan ». Soyez le calme. Soyez le préparé. Et veillez sur ceux qui crient pour vous. On se voit dans la prochaine.